Assalamu alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi tout d'abord, en tout cas, d'adresser mon salam au président de la section de l'AMS, aux membres du bureau, mais également à tous les membres de l'association, à la marraine, donc ma sœur qui est à l'université Alioune Diop de Bambey, aux panélistes Dr Wade et Dr Mbodj, mais également à tous les distingués invités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette très grande manifestation. Je voudrais également remercier, en tout cas, l'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal pour l'honneur qu'ils m'ont fait en portant leur choix sur ma modeste personne, mais au-delà de moi-même, ma famille, mais aussi l'École nationale supérieure d'agriculture qui, en tout cas, se sent très honorée par ma présence, mais aussi par la présence de mon frère et ami, mais aussi collègue, Dr Idrissa Wade. Je voudrais me réjouir aussi du choix pertinent des panélistes que je connais très bien, puisque Dr Mbodj est quelqu'un de l'université de Iba Der Thiam de Thiès, que j'ai rencontré dès mes premières années ici, avec qui j'ai noué d'excellentes relations, et essentiellement des relations dans le domaine de la connaissance, mais aussi dans le domaine de tout ce qui peut toucher à l'entrepreneuriat, à l'insertion des jeunes. Dr Wade a été le premier coordinateur du master développement des chaînes de valeur et entrepreneuriat agricole et agroalimentaire au niveau de l'ENSA. Donc c'est une personne, je pense, avisée sur la question. Et je pense que c'est ce qui nous a valu un panel de qualité, un panel très relevé. Je voudrais en tout cas vous exprimer toute ma gratitude et mes remerciements. Je voudrais revenir sur l'intérêt que j'accorde en tout cas à cette manifestation, malgré un agenda très chargé. Vraiment, j'ai tenu d'abord à dire oui à la demande de parrainage, mais aussi à être présent. Cela est dû à simplement, je crois, tout mon parcours, qui fait que j'ai compris, pour l'essentiel, les difficultés auxquelles les jeunes en général sont confrontés pour arriver au sommet de leur carrière. J'ai compris aussi très tôt le rôle important que les jeunes jouent dans le développement d'une nation. Et c'est pour cela que quand les jeunes me sollicitent, je me rends disponible, quelles que soient les conditions, pour venir, ne serait-ce que les accompagner, les écouter, mieux comprendre l'environnement des jeunes et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Également, mon intérêt par rapport à cette manifestation tient au thème qui a été choisi, le thème de l'entrepreneuriat, enjeux et défis, le rôle des universités. Je crois que c'est une question qui est aujourd'hui centrale, à la fois pour notre État, mais aussi pour nos universités. Cela se comprend, évidemment, parce que la jeunesse, elle représente presque aujourd'hui 65%, je crois, de la population du Sénégal, voire même plus. C'est une véritable énergie, c'est une véritable ressource, un moteur réel de développement qui est mis à la disposition de nos pays. Mais il faut savoir quoi en faire réellement. Bon, l'autre aspect, c'est que, effectivement, nos universités savent former, donner des connaissances, former en général des cadres qui sont capables d'être utilisés. Mais il est vrai que ces derniers temps, nous nous sommes beaucoup interrogés sur la capacité de nos universités à former des cadres qui, eux, sont capables de se prendre en charge, mais également de prendre en charge l'avenir des populations africaines. Ça, c'est la vraie problématique qui est posée. Et je crois que, bon, au-delà de se prendre en charge, mais aussi exploiter les richesses de notre continent au profit du développement de notre continent. Et cela, évidemment, c'est une véritable question. Elle ne peut pas être abordée et bouclée dans cette manifestation, dans ce panel.
Mais quand même, je crois que les panélistes sont revenus sur, en tout cas, les questions qui sont prises en charge actuellement par notre modèle de formation, en tout cas au niveau de l'université, en particulier dans les différents curricula, dans les différents niveaux de formation. Je pense qu'Idriss Awad est revenu là-dessus, mais également les modèles d'accompagnement qui existent. Au-delà des curricula classiques, les modèles d'accompagnement qui sont mis en place, tels que les incubateurs, pour résoudre cette question cruciale pour notre jeunesse et nos universités. Bon, mais ceci dit, il est évident que le problème est loin d'être résolu. Voilà. Parce que sinon, on ne serait pas là à en discuter. Voilà. Si on regarde aujourd'hui réellement les questions d'insertion et peut-être la proportion de jeunes qui arrivent à entreprendre à la sortie des universités ou pendant qu'ils sont à l'université, je crois que c'est une proportion qui est extrêmement faible. Et cela veut dire que réellement, il y a encore des contraintes, des défis qu'il faut relever et des contraintes qu'il faut solutionner. Alors, je vais revenir sur quelques contraintes. Bon. En tout état de cause, les potentialités pour entreprendre, ça, je crois que si on voulait en parler ici, on ne s'en sortirait pas. Parce que rien que dans le domaine agricole dans lequel nous évoluons, nous savons très bien que si on prend le domaine des céréales, si on prend toute la chaîne de valeur, je pense qu'Idrissa aurait pu revenir bien sur la chaîne de valeur agricole, partant depuis la production jusqu'à la nutrition. On passe par tout ce qui est conservation, tout ce qui est transport, disons la logistique, le transport, tout ce qui est transformation, jusqu'au donc au niveau de la consommation. Il est évident qu'il y a là des créneaux. Bon, je parle d'abord de la production. On sait très bien qu'aujourd'hui, le Sénégal importe environ 100 000 tonnes de riz par an, par mois. Ça veut dire à peu près 1 200 000 tonnes de riz. Converti en paddy, si on prend un rendement excellent au décortiquage, peut-être 70%, ben on serait à 1 700 000 tonnes de paddy à produire pour répondre aux besoins du pays. Il y a là une marge énorme. Si on prend la production de maïs, le maïs est un élément crucial dans l'élaboration des formules, des rations alimentaires de tout le cheptel que nous avons. Et aujourd'hui, ce que nous importons, c'est 450 tonnes de maïs par an pour répondre à des défis comme cela. Je ne parle même pas des autres productions. Donc, rien que dans le secteur de l'approvisionnement en matière, en produits agricoles bruts, soit aux entreprises, soit pour la consommation directe, il y a là effectivement, en tout cas, des besoins énormes que les jeunes, auxquels les jeunes peuvent contribuer à répondre. Je vais me limiter à ça parce que si je continue, vous pouvez voir vraiment l'étendue des défis. Je ne parle même pas, comme je dis, des autres maillons de la chaîne alimentaire qui demandent également que les gens entreprennent. Ceci dit, remarquez simplement que le secteur le plus dynamique au plan industriel du Sénégal, c'est le secteur de la transformation agroalimentaire. Voilà. Qui est aussi l'un des plus dynamiques de la sous-région. J'aurais pu citer beaucoup de domaines dans lesquels la transformation se fait. Mais ceci dit, donc ce potentiel, on ne l'a pas saisi. On ne l'a pas saisi pourquoi? Parce que ce sont les contraintes liées, certaines contraintes évidemment sont liées aux politiques, mais d'autres contraintes aussi sont liées effectivement à la façon dont les universités et les écoles fonctionnent. Je crois qu'en termes de contraintes, je vais citer une première contrainte qui peut surprendre. Moi j'appelle ça le voile colonial. Bon, vous savez, si on prend la traînée et la colonisation, ça a duré peut-être 4 siècles, je ne sais pas. Et donc aujourd'hui, nous avons par mimétisme une certaine perception de ce qu'est l'école. Parce que l'école, au départ, vous alliez à l'école pour sortir et être employé et être au service du colonisateur, évidemment, pour l'accompagner dans son œuvre que je ne veux pas citer, dans l'objectif, je ne veux pas citer l'objectif. Et ceci est resté pendant longtemps. Et quand on allait à l'école, on allait à l'école pour sortir, effectivement, et être employé. Et ce qui était les mieux vus d'un point de vue social dans la société, c'était cela, effectivement, qui sortait de l'école et qui était employé à certaines fonctions. C'était les mieux vus. Et ça a conduit à un délaissement d'un ensemble de secteurs, dont le secteur agricole, dont le niveau de dégradation et de délaissement a été tel que, quand vous étiez agriculteur au village, parce que je viens de là,
difficilement vous auriez pu vous marier. Je pense que tout ce que je dis est récent. Voilà. Parce que l'agriculteur était vraiment celui qui était vu comme la personne la plus pauvre, qui en réalité ne signifiait absolument rien sur l'échelle sociale. Bon, ça, je crois que c'est dur de le dire comme ça, mais c'est la question que j'ai posée une fois à ma fille, qui avait le bac mention bien en terminale. Quand elle a fini, j'ai dit, qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous pouvez me faire aujourd'hui dans cette maison? Est-ce que vous pouvez me réparer l'interrupteur? Elle m'a dit non. C'est-à-dire qu'elle sait réciter des leçons. Voilà. Donc celle-là, elle a fait 13 ans d'études avec une excellente mention, mais réellement, elle ne peut rien faire. À part de la théorie, réciter de l'histoire, des théories. Et donc je lui ai fait savoir que c'est ça le vrai drame de cette école. Et je vais terminer par là en citant aussi la question de la recherche et de l'innovation. Vous savez, les esprits innovants sont les esprits jeunes. Voilà. Même moi, quand je regarde avant, tout ce dont on a parlé en termes de recherche, c'est quand j'étais plus jeune, c'est clair. Aujourd'hui, je suis à côté de Dr Wade, c'est eux qui doivent innover. Moi, je suis là pour créer les conditions. Et malheureusement, non seulement la recherche n'est pas suffisamment soutenue dans ce pays ne dispose pas d'un document de politique de recherche et d'innovation. On n'en a pas. Voilà. Le ministère va dire que c'est le ministère de la Recherche et de l'Innovation, quelqu'un d'autre va le dire. Mais si vous demandez où est le document qui retrace, qui donne les orientations pour la recherche et l'innovation pour ce pays d'ici 10 ans, je ne sais pas, il n'y en a pas. Et même le terme de l'innovation est venu dans le champ universitaire récemment. Il faut le dire. Il est même galvaudé maintenant. Je n'ai pu revenir sur c'est quoi l'innovation, mais en tout cas, ça c'est une des... Et aussi, il y a maintenant les langues. La question des langues, j'en passe, mais c'est une question sérieuse. Hein? Parce qu'on n'a pas encore fait le choix réel de ce que nous voulons. On fait un pas en avant, un pas en arrière. Voilà. Vous sortez de l'université, plein de concepts, vous allez en zone rurale, vous voulez entreprendre. Tous les concepts appris à l'université, vous ne savez pas les rendre dans vos langues. Et donc, il y a là un gap communicationnel tel que c'est difficile. Je termine par l'accompagnement, qui, effectivement, il y a beaucoup de politiques d'accompagnement qui sont en place. Mais aujourd'hui, il faut évaluer tout ça et voir dans quelle mesure, pourquoi toutes ces politiques sont en place et que le niveau, en tout cas, qu'on aurait pu atteindre en termes, pour en tout cas atteindre les objectifs, on ne l'a pas atteint. Bon, moi je pense que certaines de ces mesures d'accompagnement, pour moi, sont inadéquates. Parce que très souvent, elles répondent juste à une catégorie de jeunes. Voilà. Bon, mais comme c'est une allocution, je ne vais pas aller plus loin que ça. Également dans la formation, il y a le volet pratique. Voilà. Moi j'ai beaucoup de parents en Gambie, pour ne pas dire que je suis même un peu gambien sénégalais. Mais c'est ça la différence avec le système anglo-saxon. Aujourd'hui, regardons dans nos universités, quand on parle de pratique, travaux dirigés, les études de cas, où on vous apprend de façon pratique à faire les choses. On vous met devant une situation, on vous dit résolvez ce problème. C'est très peu. Parce que dans la mesure où ce qui incombe aujourd'hui, il faut vite faire pour finir les programmes. Les calendriers sont en retard. Amener le vacataire, vite, il faut fermer. Donc il vient, cours en ligne, tout est... Il n'y a pas de TD réel. Ou alors, en tout cas, ce n'est pas fait comme ça devrait être fait. Et c'est ça qui fait que les jeunes terminent, n'ont pas les outils. Voilà. Ils ont souvent trop de théorie, mais peu d'outils. Voilà. Et donc, je voudrais, en termes peut-être de contraintes, me limiter à ça et peut-être terminer un peu en termes de conseils. Voilà. Parce que je crois que, en tout cas, le parrain que je suis, ce que je peux offrir aussi aux jeunes, c'est les conseils. Voilà. Et en termes de conseils, je voudrais que vous puissiez vous armer d'un certain nombre d'attributs. Il faut décomplexer. C'est utilisé par beaucoup de jeunes, dont des rappeurs et autres, mais le terme n'est pas trop fort, hein, il est réel. Voilà. Quelquefois, dans nos comportements, sans en être réellement conscients, nous charrions un complexe. Voilà. Il faut décomplexer, il faut rester humble.
L'humilité, c'est ça qui fait que le jeune Togolais, ingénieur, a accepté de retourner dans son village où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante et tout, et a transformé toute cette zone-là. Normalement, quand on a le master et l'ingénieur Bac plus 5, non, ce n'est pas pour juste trouver son propre chemin dans la vie, c'est trop petit ça. Il faut être capable de transformer une communauté. Et ça, il faut rester humble, accepter, évidemment, de travailler, être persévérant, être endurant. Vous savez, moi, on m'a mis à l'école, c'est ce que j'avais dit aux étudiants de l'université de Géorgie, pour être instituteur. On m'avait demandé juste de devenir instituteur. Voilà. Parce que dans mon village, autour 15 km, sur un rayon de 15 km, il n'y avait pas un village où il y avait une école. Et pour lire les lettres qui étaient envoyées dans nos villages, il fallait se déplacer sur 18 km pour trouver quelqu'un qui vous traduise la lettre du français au Diola, par exemple. On m'a mis à l'école. Et puis, c'est le village qui m'a choisi, ce n'est pas mon père. J'étais à l'école, j'ai dit chemin faisant, d'un objectif d'instituteur, je suis arrivé à la directeur de l'ENSA. Mais pourquoi? Parce que j'ai été endurant. J'ai persévéré. Je suis resté humble et le chemin a eu beaucoup de brisures. Parce que non seulement j'étais chercheur d'abord, puis j'ai travaillé dans le développement, j'ai conduit un projet de développement de l'USAID, puis j'ai été entrepreneur, hein. Voilà. Alors, et si je devais raconter toute cette entreprise, je me rappelle, la première fois que quelqu'un est passé quelque part où je vendais mes produits, avait dit Ana Banabi. Et le monsieur qui me regardait mes produits avant que j'arrive lui a dit, parce que tu crois que celui-là c'est juste un banabana comme ça? Il a dit, mais oui, il est qui? Il a dit, mais tu sais pas qu'il a un doctorat? Il dit, non, mais c'est pas possible, il a un doctorat. Qu'est-ce qu'il fait dans ça? Et juste, je venais d'arriver, j'ai trouvé la discussion, je lui ai dit, mais monsieur, je cherche à vivre dignement. Et je vais vous montrer l'exemple. D'une petite entreprise, d'une petite laiterie, j'en étais arrivé à être le plus grand vendeur de lait de Ziguinchor, avec des revendeurs partout. J'ai commencé à aller jusqu'au Cap Skirring. Parce que j'avais compris que nos parents qui venaient de Guinée, quand ils arrivaient à Ziguinchor, et dans toute la Casamance, ils commençaient par le lait. Et par le lait, ils ne sont jamais allés à la banque, ils finançaient d'autres activités et devenaient de grands commerçants. Parce que la marge nette de bénéfices sur le lait était foncièrement élevée. Et mes parents, généralement, dans leur éducation, n'avaient pas le sens des affaires et de l'entrepreneuriat, malheureusement. C'est ça qui est vrai. Et cela, si je racontais vraiment cette histoire, malheureusement, je vais laisser. Mais en tout cas, Madame Sophie Diallo de 3FPT avait dit aux étudiants de l'ENSA, si vous cherchez un modèle en termes d'entrepreneur, prenez votre directeur parce qu'il l'a vécu. Et j'ai créé beaucoup d'entreprises. Mais ça n'avait pas été simple. Hein. J'aurais même pu dire que j'ai failli me faire divorcer par mon épouse à cause de l'entreprise. Parce que quand le lait était invendu, elle était énervée. Elle ne comprenait pas que je prenne le seau de lait avec mon doctorat pour faire les quartiers de Ziguinchor. Quelquefois, à peine j'ai salué, on m'a chassé de la maison. En me disant, c'est un seau boni. Je revenais dans la même maison. Et quelquefois, je donnais cadeau. Il goûtait 2 fois, 3 fois. Il commençait à m'appeler. Donc, c'est tout ça qu'il faut avoir. Et avoir le sens du risque. Au-delà maintenant des qualités que Dr Wade a évoquées, hein, c'est-à-dire les connaissances, les compétences, le sens de l'organisation. Mais voilà ce dont il faut s'armer. Et j'ai quitté l'entreprise. Quand j'ai quitté l'entreprise, c'est parce qu'on m'avait rappelé à l'ISRA pour conduire un projet de recherche avec l'université d'Oregon et d'autres universités américaines. J'ai dû laisser l'entreprise pour revenir à la recherche. Et de la recherche, j'ai toujours le goût du changement. J'ai quitté tout d'un coup pour venir à l'ENSA. J'ai fait 15 ans à l'ENSA et grâce à la confiance d'Idrissa Wade et d'autres, je suis devenu le directeur de l'ENSA. Et même dans ma façon de conduire l'ENSA, sans que beaucoup de gens ne s'en rendent compte, j'y vais avec l'esprit d'entrepreneur. Et la limite aussi de nos universités, c'est qu'on vous balance à la tête d'un établissement par élection. Vous n'avez aucune prédisposition quelquefois. Des gens ont confiance en vous, c'est terminé. Mais très souvent, contrairement aux universités américaines, on ne gère pas les établissements avec le sens, le flair de l'entrepreneur. Parce que, in fine,
Le moins, c'est l'argent. Ce sont les ressources. Vous n'avez pas les ressources humaines et les ressources financières. L'établissement va dans le trou. Et l'État ne peut pas tout faire. Il faut être entrepreneur à ce niveau aussi. Voilà. On m'a dit tout à l'heure que la jeune dame qui est en train de présider, elle est au niveau des classes préparatoires. Ça veut dire qu'elle est brillantissime. Elle n'est pas brillante, elle est brillantissime. Voilà. Et en réalité, si vous devez faire moins que nous, ça veut dire que le Sénégal va être sous-développé. Vous avez le devoir de faire mieux et plus que nous. Voilà. Parce que le jour où Cheikh Anta Diop, j'ai eu la chance de le rencontrer, parce que peut-être qu'on est un peu parents, en tout cas, on le rencontrait souvent, mais ce jour-là, il nous avait dit, nous, on a un défi, mais votre défi est plus grand. Parce que quand je vais à Tchaïtou, j'arrive à Bambey, ci taatu kër Bambey dama fay fekk ay jigéen ñuy xalab buy ñu koy xalab mooy jël bant sànni pour daaneel benn doomu buy mu ne mais gis nga waxtu bi ñuy def loolu américains yi ñoom inventé nañu fusée ña nga dem ca weer ba plus de 200 000 kilomètres. Si vous voulez savoir le défi, le gap qu'il vous faudra combler pour rejoindre, pour rattraper cela, c'est à peu près da ngay xool fu guy gi toll la cime de l'arbre ak fi weer bi nekk diggante boobu mooy lu ñu rawee kon ñeewuma leen vous avez un vrai défi. Voilà ce que je voulais dire et terminer par en tout cas renouveler mes remerciements à l'endroit du président, des membres du bureau, de toute l'association. Également, vous souhaitez plein succès dans vos activités. Vous souhaitez beaucoup d'endurance. Ne cédez pas, développez cette association, élargissez-la parce qu'elle est sur un terrain sur lequel elle fait des activités complémentaires à celles de l'État. Merci beaucoup. Merci.